Pendant près de 80 ans, l'Afrique a accepté de perdre jusqu'à 30% de valeur à chaque transaction, simplement pour commercer avec ses voisins. En juin 2025, 19 pays ont activé un rail de règlement panafricain qui évite le détour par New York ou Londres et réduit, dans les corridors testés, des coûts d'environ 15% à moins de 3%. Si ce gain paraît technique, que signifie-t-il pour les marges des PME, la liquidité des banques centrales et la visibilité des données, quand la souveraineté est aussi un débat où le nom d'Ibrahim Traoré revient souvent? Un clic, et l'ordre monétaire vacille. Cette analyse propose une promesse claire: comprendre pourquoi un changement d'infrastructure financière, apparemment discret, peut produire des effets concrets et rapides sur l'économie réelle du continent. L'enjeu pour le public tient en peu de mots: payer moins, conserver plus, décider localement. Derrière cette formule simple se cache une rupture avec un système hérité, dans lequel chaque échange intra-africain passait par des intermédiaires extérieurs, ajoutant des frais, des délais et une exposition constante à la volatilité du dollar. Ce basculement n'est pas seulement technique, il touche aux marges des petites entreprises, à la capacité des banques à gérer leur liquidité et au pouvoir des États d'observer leurs propres flux économiques. Pour les citoyens, l'impact est indirect mais réel. Des paiements plus rapides, des coûts réduits et une inclusion financière plus large. Pour les décideurs, il s'agit d'un test grandeur nature. Une infrastructure peut-elle renforcer à la fois l'efficacité et l'autonomie sans provoquer de déséquilibre majeur? La question centrale est donc simple. Ce réseau change-t-il la règle du jeu ou seulement la vitesse de la partie? En quelques semaines, plus de 5 milliards de dollars d'économies potentielles ont été identifiés par les premiers rapports internes, un signal rarement observé après l'activation d'une infrastructure financière. Cette donnée change l'échelle du débat. Il ne s'agit plus d'une expérimentation marginale, mais d'un mécanisme capable d'altérer rapidement les coûts, les délais et la circulation de la valeur à l'intérieur du continent. Pour comprendre pourquoi cet effet apparaît si vite, il faut revenir au fonctionnement du modèle précédent. Pendant des décennies, chaque transaction intra-africaine suivait un itinéraire indirect. Une vente de cacao, un achat de ciment ou un règlement logistique transitaient par des banques situées hors du continent, impliquant conversion en dollars, frais cumulés et délais prolongés. Ce détour était présenté comme le prix de la stabilité, mais il masquait une réalité plus profonde. Celui qui contrôle la monnaie et les rails de TCI de paiement contrôlent aussi la visibilité et une partie du pouvoir économique. Les crises récentes ont mis ce système sous tension. La pandémie, puis la guerre en Ukraine ont amplifié la volatilité du dollar et allongé les délais de règlement. Les marges des petites entreprises se sont contractées. Les chaînes d'approvisionnement sont devenues plus fragiles. Et les banques centrales ont constaté que la dépendance opérationnelle devenait un risque systémique. C'est dans ce contexte que l'idée d'un rail de paiement panafricain a pris forme, lors de réunions techniques, souvent discrètes, au Caire, à Lagos ou à Accra. À mesure que ces discussions avançaient, une interrogation revenait avec insistance. Si la souveraineté politique est défendue publiquement par certaines figures, comme Ibrahim Traoré dans ses prises de position, pourquoi la souveraineté financière resterait-elle théorique? Le nouveau réseau n'est pas né d'un discours, mais d'un constat partagé. L'Afrique finançait ses propres échanges via des routes étrangères. La mini-révélation est de là. Ce système ne promet pas un futur lointain. Il modifie déjà le présent. La question devient alors incontournable. Jusqu'où ces premiers gains peuvent-ils remodeler l'économie réelle? Pour mesurer l'effet réel du nouveau rail de paiement, il faut quitter les salles de conférence et suivre ceux qui vivent au plus près des flux commerciaux. L'un des premiers témoignages marquants vient d'un négociant en café éthiopien, actif sur plusieurs marchés régionaux. Avant 2025, ces règlements pouvaient prendre jusqu'à 5 jours, le temps que les fonds traversent les circuits bancaires occidentaux, avec une perte proche de 20% liée aux frais
et à l'exposition au dollar. Cette attente limitait sa capacité à honorer des contrats plus ambitieux et l'obligeait à immobiliser une partie de sa trésorerie. Dès les premières semaines d'expérimentation du nouveau système, le délai s'est réduit à quelques secondes. Ce changement, en apparence technique, a modifié immédiatement ses décisions opérationnelles. Il a pu sécuriser des volumes plus importants, négocier des conditions plus favorables et planifier ses livraisons sans craindre un décalage de paiement. Le gain n'est pas spectaculaire dans les discours, mais il est décisif dans la pratique quotidienne. Un second cas observé entre le Malawi et la Zambie confirme cette dynamique. Des commerçants transfrontaliers, longtemps freinés par des marges étroites et l'imprévisibilité des taux de change, ont pu régler leurs transactions locales pour moins de 3% de frais. Cette réduction leur a permis, en moins d'un trimestre, d'augmenter significativement la fréquence de leurs approvisionnements. Certains ont même doublé leur rotation commerciale, un seuil auparavant hors d'atteinte. Ces récits dessinent un impact précoce, clair. Lorsque les coûts et les délais disparaissent, l'activité reprend. Le système cesse d'être abstrait et devient un levier concret. La question n'est plus théorique, mais pratique. Que se passe-t-il lorsque cette logique s'étend à l'ensemble des corridors régionaux? Avant le basculement, les signaux d'alerte s'accumulaient sans produire de rupture visible. Les banques centrales africaines constataient une hausse brutale des frais de compensation après la pandémie, tandis que les entreprises signalaient dans des retards de règlement de plus en plus coûteux. Après, la lecture change. La dépendance opérationnelle au dollar n'apparaît plus comme un simple inconvénient, mais comme un risque systémique qui fragilise l'ensemble des échanges régionaux. Le déclencheur est d'abord économique. Les fluctuations extrêmes des devises dominantes allongent les délais, compressent les marges et rendent imprévisible la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Dans plusieurs capitales, les gouverneurs de banques centrales reçoivent les mêmes alertes. Contrats annulés, chaînes d'approvisionnement interrompues, coûts invisibles devenus insoutenables. Ce constat partagé crée une convergence rare entre institutions habituellement prudentes, souvent réticentes à toute innovation structurelle. La montée en puissance se joue ensuite loin des projecteurs. Des réunions techniques s'ouvrent au Caire, à Lagos et à Accra. Les équipes examinent les rails de paiement existants, les couches de règlement, les passerelles numériques. Chaque session confirme une évidence dérangeante. L'Afrique finance ses propres échanges en empruntant des routes étrangères. Ce détour n'est pas neutre. Il transfère de la valeur, mais aussi de l'information, vers des centres extérieurs. À mesure que les discussions avancent, l'idée d'un réseau panafricain cesse d'être théorique. Elle devient un projet opérationnel, porté par une logique de réduction des coûts et de maîtrise du temps. La phase suivante est celle de l'accélération silencieuse. Des groupes de travail définissent un schéma commun, testent des protocoles, ajustent des lignes de code. L'architecture prend forme progressivement, sans déclaration politique spectaculaire. Pourtant, dans les débats publics, la question de la souveraineté revient avec insistance. Des figures comme Ibrahim Traoré sont citées non comme architectes du système, mais comme symbole d'une interrogation plus large. Jusqu'où un continent peut-il aller lorsqu'il décide de réduire une dépendance héritée? La bascule survient en juin 2025. 19 pays activent simultanément le réseau. Les banques locales se connectent. Les banques centrales synchronisent leurs nœuds. Les premiers paiements traversent le système. Instantané, sans conversion forcée, sans détour par New York ou Londres. Le moment est suivi en temps réel lors d'un événement à Abuja, où ministres, entrepreneurs et coopératives observent les tableaux de bord. Chaque confirmation de transaction déclenche une réaction inhabituelle pour un lancement financier. Des applaudissements. Après l'activation, les effets se propagent rapidement. Les frais moyens chutent, les délais disparaissent, les volumes internes augmentent. Les chaînes d'approvisionnement se raccourcissent et des entreprises jusque-là exclues par les coûts s'insèrent pour la première fois dans le commerce régional. Ce qui était un projet technique devient une réalité économique mesurable. La séquence est désormais lisible.
un déclencheur économique, une montée technique, puis une bascule opérationnelle. La question suivante s'impose naturellement. Comment mesurer précisément l'ampleur de ce changement? Avant l'activation du nouveau réseau, le coût moyen d'une transaction intra-africaine se situait autour de 15%, un niveau longtemps considéré comme inévitable. Après les premiers déploiements, ce coût tombe sous le seuil des 3% dans les corridors testés, une variation qui transforme immédiatement les marges opérationnelles. Concrètement, cela signifie que pour chaque échange régional, une part bien plus importante de la valeur reste désormais dans l'écosystème local, au lieu d'être absorbée par des intermédiaires extérieurs. Le premier indicateur clé concerne donc les frais de transaction. La réduction observée n'est pas marginale. Elle modifie la structure des prix, en particulier pour les petites et moyennes entreprises dont les marges étaient historiquement comprimées. Un écart de 12 points de pourcentage peut déterminer la viabilité d'un contrat. Cette baisse libère des ressources qui peuvent être réinvesties dans l'approvisionnement, la logistique ou l'emploi, créant un effet multiplicateur au niveau local. Le deuxième indicateur porte sur les délais de règlement. Dans le système précédent, les fonds mettaient généralement 3 à 5 jours avant d'être stabilisés. Cette inertie immobilisait du capital et fragilisait les chaînes d'approvisionnement, surtout dans les secteurs à cycle court. Avec le nouveau rail, les règlements s'effectuent en quelques secondes. Le delta est décisif. Le capital opérationnel, auparavant bloqué dans les circuits internationaux, redevient immédiatement disponible. Cette accélération améliore la prévisibilité des flux de trésorerie et permet une planification plus fine des activités commerciales. Le troisième indicateur touche à la souveraineté des données transactionnelles. Avant 2025, chaque paiement laissait une trace hébergée sur des serveurs situés hors du continent, créant une asymétrie d'information durable. Désormais, les données sont traitées et conservées par des institutions africaines. Ce changement permet aux banques centrales d'analyser les volumes internes, d'identifier les corridors dynamiques et d'anticiper les tensions de liquidité. La différence est stratégique. Disposer d'informations complètes renforce la capacité de régulation et réduit la dépendance analytique. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un renversement de logique. L'argent qui quittait systématiquement le continent pour rémunérer des infrastructures extérieures circule désormais à l'intérieur des frontières économiques africaines. Les risques de change sont atténués, les délais disparaissent et la visibilité s'améliore. Ce socle quantitatif donne un contenu concret au débat sur l'autonomie, souvent incarnée dans l'espace public par des figures comme Ibrahim Traoré, même si le système lui-même reste une construction collective et technique. Ces preuves ne garantissent pas une transformation totale et immédiate. Elles montrent cependant que l'impact n'est ni symbolique ni lointain. Les données disponibles indiquent déjà une modification tangible des incitations économiques. La question devient alors moins idéologique que pragmatique. Comment interpréter ces gains face aux critiques qui demeurent? Deux critiques structurées émergent face au nouveau réseau, chacune reposant sur une logique cohérente. La première insiste sur la dépendance structurelle persistante. Selon cette lecture, même si les flux intra-africains deviennent plus rapides et moins coûteux, les réserves des banques centrales restent majoritairement libellées en dollars. Les chocs externes continueraient-ils donc d'influencer les équilibres locaux? Autrement dit, réduire la dépendance opérationnelle ne suffirait pas à modifier les contraintes macroéconomiques de fond. Cette objection rappelle que l'autonomie monétaire se construit sur le long terme et que l'infrastructure seule ne peut effacer des décennies d'intégration asymétrique. La seconde critique concerne les capacités institutionnelles inégales. Tous les pays ne disposent pas des mêmes infrastructures numériques ni des mêmes ressources de supervision. Dans ce cadre, un réseau continental pourrait créer des frictions, interruptions, écarts de performance ou risques de cybersécurité. Les sceptiques soulignent qu'un système aussi interconnecté est aussi robuste que son maillon le plus faible. Une défaillance locale pourrait entamer la confiance régionale et ralentir l'adoption.
voire produire des retours en arrière temporaires. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les premières données empiriques apportent une réponse partielle, mais concrète. La chute des frais, passée d'environ 15% à moins de 3% dans les corridors pilotes, modifie déjà les incitations économiques. Les délais réduits de plusieurs jours à quelques secondes libèrent du capital et améliorent la résilience des chaînes d'approvisionnement. Ces gains opérationnels ne suppriment pas les contraintes structurelles, mais ils réduisent leur poids quotidien sur les acteurs économiques. Sur le plan institutionnel, l'argument de l'inégalité est réel, mais il ne constitue pas une nouveauté. Le système précédent reposait déjà sur des infrastructures extérieures, hors du contrôle des pays africains. Le nouveau réseau déplace le problème sans l'aggraver. Il permet au contraire d'identifier les faiblesses internes et d'y répondre progressivement, grâce à des données désormais accessibles. Les interruptions éventuelles deviennent visibles et mesurables, ce qui facilite l'apprentissage collectif. Le cœur de la réponse tient donc en une distinction clé. Le réseau ne prétend pas résoudre tous les déséquilibres, mais il change la trajectoire. Les critiques soulignent les limites. Les faits montrent des gains immédiats. La tension entre prudence et ambition demeure, mais elle s'appuie désormais sur des résultats observables plutôt que sur des hypothèses abstraites. Ce point marque le véritable basculement du récit. Jusqu'ici, l'attention se portait surtout sur la réduction des coûts et l'accélération des délais. Pourtant, le changement le plus structurant se situe ailleurs, dans le contrôle de l'information. Lorsque les transactions cessent de transiter par des serveurs extérieurs, ce ne sont pas seulement des frais qui disparaissent, mais une asymétrie ancienne entre ceux qui produisent la valeur et ceux qui l'observent. Avec le nouveau réseau, les banques centrales africaines accèdent pour la première fois à une vue consolidée des flux intracontinentaux. Elles peuvent identifier quels corridors s'intensifient, où les liquidités se concentrent, et à quel moment apparaissent des tensions. Cette capacité d'observation transforme la régulation, non par idéologie, mais par précision. Les décisions monétaires reposent moins sur des données fragmentées et davantage sur des signaux internes fiables. C'est ici que la dimension politique devient tangible. Dans les débats publics, des figures comme Ibrahim Traoré sont souvent associées à la notion de souveraineté. Le système financier, sans discours ni slogan, matérialise cette idée par un fait simple. Voir, c'est pouvoir ajuster. Un continent qui observe ses propres flux réduit sa dépendance analytique et gagne une marge de manœuvre nouvelle. La révélation médiane est donc claire. Le réseau ne se contente pas d'accélérer l'argent, il rapatrie la connaissance économique. Et cette connaissance redéfinit déjà l'équilibre des décisions à venir. Les effets du nouveau réseau ne restent pas confinés au tableau de bord technique. Ils se diffusent déjà sur plusieurs niveaux, chacun révélant une transformation distincte mais interconnectée. Pour les États, l'impact le plus immédiat concerne la stabilisation des politiques monétaires. En réduisant l'exposition quotidienne aux fluctuations du dollar, les banques centrales gagnent une marge de manœuvre opérationnelle. Elles peuvent ajuster leurs instruments avec davantage de précision, car les données transactionnelles sont désormais produites et analysées localement. Cette capacité nouvelle ne supprime pas les contraintes extérieures, mais elle atténue leur influence directe. Dans ce contexte, les débats sur la souveraineté, souvent associés dans l'espace public à des figures, comme Ibrahim Traoré, trouvent un appui technique crédible plutôt qu'un simple registre symbolique. Pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes structures, la transformation est plus tangible encore. Les règlements instantanés réduisent l'immobilisation du capital et améliorent la trésorerie. Les contrats régionaux deviennent plus prévisibles, car les frais ne varient plus au rythme des conversions multiples. Cette stabilité relative encourage l'expansion vers de nouveaux marchés voisins, jusque-là jugés trop risqués. Dans l'agroalimentaire, le textile ou la logistique, secteurs longtemps pénalisés par les coûts de transaction, des chaînes d'approvisionnement plus courtes émergent progressivement. L'intégration régionale cesse d'être une abstraction et devient un calcul économique rationnel.
Du côté des populations, l'effet est moins spectaculaire, mais cumulatif. Les travailleurs migrants et les commerçants transfrontaliers bénéficient de transferts plus rapides et moins coûteux. Chaque pourcentage économisé renforce des marges souvent fragiles. Les plateformes de paiement de détail, connectées aux nouveaux réseaux, facilitent l'inclusion financière et réduisent que la dépendance aux circuits informels. À l'échelle des ménages, cette fluidité accrue améliore la capacité à absorber des chocs économiques, même modestes. Enfin, au niveau régional et international, la dynamique se répercute au-delà du continent. Les acteurs financiers traditionnels, confrontés à une baisse progressive de leur visibilité, réajustent leurs offres. Certains réduisent leurs frais, d'autres accélèrent la modernisation de leurs infrastructures. L'Afrique devient ainsi un laboratoire observé par d'autres régions du Sud global, intéressées par un modèle où les transactions ne dépendent beaucoup plus d'un centre unique de validation. Cette diffusion conceptuelle modifie subtilement les rapports de force. Pris ensemble, ces effets montrent que le réseau agit comme un amplificateur. Il ne crée pas la valeur à partir de rien, mais il permet à celle qui existe déjà de circuler plus librement et plus équitablement. La question qui se pose désormais n'est plus celle de l'impact immédiat, mais celle de la trajectoire. Comment ces transformations vont-elles évoluer dans les mois à venir? Sur les 12 prochains mois, l'évolution du réseau peut suivre plusieurs trajectoires plausibles. La première est celle d'une consolidation progressive. Dans ce scénario, les corridors déjà opérationnels gagnent en stabilité et en volume. Les banques locales améliorent leurs interfaces, les protocoles s'harmonisent et l'adoption progresse sans rupture brutale. Les coûts continuent de baisser marginalement, tandis que la fiabilité augmente. Les acteurs internationaux observent cette montée en puissance et ajustent leurs offres sans confrontation ouverte. Ce chemin ne transforme pas l'ordre financier mondial, mais il rend le changement difficilement réversible. La deuxième trajectoire est celle d'une accélération continentale. Ici, de nouveaux États que rejoignent rapidement le réseau, amplifiant l'effet de taille. Les échanges régionaux gagnent en densité et certains secteurs profitent d'un avantage décisif lié à la réduction des frais et des délais. Les investisseurs régionaux renforcent leur position, attirés par une meilleure visibilité des flux internes. Les organisations multilatérales accompagnent ce mouvement, y voyant une preuve de résilience et de coordination. Dans cette configuration, le réseau devient un standard de fait pour une part croissante du commerce intra-africain. La troisième trajectoire envisage des pressions externes et des tensions internes. Le succès du système peut susciter des réactions plus fermes de la part d'acteurs établis sous forme d'offres concurrentes agressives ou de contraintes réglementaires indirectes. À l'intérieur du continent, certaines institutions moins équipées rencontrent des difficultés techniques, provoquant des ralentissements ponctuels. La progression n'est pas linéaire. Elle alterne phases d'avancée et périodes d'ajustement. Le réseau continue d'exister, mais son expansion est plus heurtée. Aucune de ces trajectoires n'est exclusive. La réalité pourrait combiner des éléments de chacune. La clé d'analyse réside donc moins dans la prédiction que dans la posture intellectuelle à adopter. Observer les données, distinguer les signaux structurels des turbulences passagères et éviter de confondre vitesse et direction. Le réseau ne promet pas une destination unique. Il ouvre un éventail de chemins dont l'issue dépendra des choix collectifs. À ce stade du récit, la transformation cesse d'être macroéconomique pour devenir lisible à l'échelle individuelle. Selon la position de chacun, le nouveau réseau modifie des gestes ordinaires, parfois sans être explicitement identifiés comme tels. Pour les professionnels des institutions financières, l'impact se traduit par une amélioration de la qualité décisionnelle. L'accès à des données internes plus fines permet d'anticiper les besoins de liquidité, d'ajuster les instruments de régulation et de réduire la dépendance à des indicateurs produits hors du continent. Une pratique simple consiste à suivre l'évolution des flux régionaux plutôt que de se limiter aux signaux globaux. Pour les entrepreneurs et commerçants, l'effet est plus direct.
Les règlements rapides et la baisse des frais rendent possible des opérations auparavant jugées trop risquées. Tester un nouveau corridor commercial, diversifier des fournisseurs ou raccourcir une chaîne logistique devient un calcul rationnel plutôt qu'un pari. Certains secteurs, longtemps marginalisés par les coûts invisibles, peuvent réapparaître comme des opportunités viables. L'adaptation passe ici par l'exploration progressive, sans changement brutal de modèle. Pour le grand public, la transformation est diffuse mais cumulative. Des transferts transfrontaliers plus abordables, des paiements plus fluides et une inclusion financière élargie améliorent la résilience des ménages. Ces gains ne se traduisent pas par un événement unique, mais par une série d'ajustements qui stabilisent le quotidien. Observer l'évolution des services numériques locaux devient alors un moyen simple de comprendre comment l'infrastructure se matérialise dans la vie réelle. Ce déplacement du regard est essentiel. Il rappelle que les grandes architectures n'existent que par leurs usages. Le réseau n'impose rien, il élargit l'espace des choix. Et c'est souvent dans cet espace, plus que dans les discours, que se joue l'impact durable. Transformer une innovation fonctionnelle en architecture durable exige une séquence claire, mesurable et partagée. La première étape concerne le renforcement des capacités techniques des banques centrales. Il s'agit de consolider les nœuds de synchronisation, d'améliorer la redondance et de réduire les interruptions. L'objectif est simple à évaluer. Maintenir les incidents sous un seuil trimestriel faible et documenté afin de préserver la confiance des acteurs connectés. La deuxième étape porte sur l'extension ciblée des corridors commerciaux. Les gouvernements identifient 3 à 5 secteurs prioritaires où la réduction des coûts produit un effet multiplicateur rapide. Le suivi se fait par l'évolution mensuelle des volumes réglés localement et par la diversification des flux. Cette approche pragmatique évite l'expansion dispersée et concentre les ressources là où l'impact est le plus visible. La troisième étape vise l'intégration des plateformes de détail. Les fournisseurs de services numériques harmonisent leurs interfaces pour que particuliers et PME utilisent le réseau sans friction. Le critère de succès est opérationnel. Un temps moyen de règlement court et stable, perçu comme fiable par les utilisateurs finaux. Cette couche est décisive pour l'adoption à grande échelle. La quatrième étape concerne la gouvernance et la cybersécurité. Les pays membres adoptent des protocoles communs de surveillance et de réponse. La performance se mesure par la rapidité de détection et de résolution des incidents, ainsi que par la transparence des rapports. Enfin, la cinquième étape consiste à institutionnaliser l'usage des données. Les informations transactionnelles, désormais internes, alimentent les politiques publiques et les débats sur l'autonomie économique, souvent évoqués par des figures comme Ibrahim Traoré. La feuille de route ne promet pas l'absence de risques. Elle propose une méthode pour les gérer collectivement. Lorsque l'on revient aux premiers témoins de cette transformation, le changement apparaît sous un jour plus humain. Le négociant en café éthiopien, autrefois contraint d'attendre plusieurs jours pour voir ses paiements confirmés, observe aujourd'hui un écran qui s'actualise en quelques secondes. Ce geste banal, presque invisible, condense pourtant une rupture profonde. Il ne s'agit plus seulement de rapidité, mais d'une relation différente au temps économique, désormais maîtrisée, plutôt que subie. Ce motif du temps retrouvé traverse tout le récit. Les commerçants transfrontaliers, qui comptaient chaque pourcentage perdu, peuvent désormais planifier, investir et avancer avec une confiance nouvelle. Leur quotidien exprime ce que les discours politiques peinent parfois à traduire. Dans l'espace public, des figures comme Ibrahim Traoré rappellent que la souveraineté ne se proclame pas. Elle se construit par des pratiques concrètes. Le réseau financier, silencieux et technique, donne une matérialité à cette idée. Le continent n'a pas effacé en quelques mois des décennies de dépendance, mais il a repris un élément essentiel, la capacité de se coordonner sans détour imposé. La carte n'est pas encore complète, les routes restent à consolider, mais l'orientation a changé.
Le pouvoir commence souvent par un détail que peu remarquent. Ici, il commence par un clic. À ce stade, l'enjeu n'est plus de célébrer une innovation technique, mais de comprendre ce qu'elle exige dans la durée. Une infrastructure silencieuse peut transformer des habitudes, redistribuer des marges et modifier des équilibres sans jamais faire la une. Encore faut-il qu'elle soit défendue, ajustée et habitée par ceux qui l'utilisent. Le réseau ne décide rien à la place des acteurs. Il crée un espace où leur choix compte davantage. Cette transition ne dépend pas uniquement des institutions ou des dirigeants. Elle repose aussi sur l'attention de ceux qui observent ces mutations, qu'ils soient entrepreneurs, étudiants, analystes ou citoyens curieux. Comprendre comment circulent désormais les paiements, comment évoluent les services numériques locaux et comment les données sont utilisées devient une forme de participation éclairée. Les débats sur l'autonomie, souvent incarnés par des voix publiques comme celle d'Ibrahim Traoré, gagnent en profondeur lorsqu'ils s'appuient sur des mécanismes concrets plutôt que sur des symboles abstraits. Partager l'analyse, en discuter calmement, comparer les faits au discours fait déjà partie du mouvement. La question reste ouverte et elle mérite réflexion collective. Selon vous, où cette nouvelle architecture financière peut-elle conduire l'Afrique dans les années à venir ?